cas, je voudrais vous remercier de m'accueillir ce soir parce que d'habitude, c'est moi qui écoute mes experts comptables comme des livres ouverts. Et là, je suis ravie d'être de l'autre côté, d'essayer de vous apporter de la valeur. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Je m'appelle donc Isabelle Charme, je suis entrepreneuse depuis 22 ans et non pas 25 ans. Ça me rajeunit un tout petit peu. Et le conseil en communication que j'ai exercé pendant des années m'a amené à faire du coaching auprès de mes clients. Donc ça fait 18 ans aussi que je coach un certain nombre d'entreprises. Je disais que ma mission ce soir, je crois celle que vous m'avez confiée, c'est de vous redonner du peps et du dynamisme dans vos missions par rapport au syndrome du stress et du burn-out. Alors écoutez, ça tombe bien parce que la vocation que j'ai aujourd'hui, la mission que je me suis assignée et même les produits que je vends visent à s'adresser à des personnes qui sont en recherche pour retrouver leur étincelle, et notamment leur étincelle professionnelle. Alors je m'adresse tout particulièrement à des experts, à des managers, à des entrepreneurs qui sont en milieu de vie professionnelle, parce que c'est une période de vie où on peut sombrer dans une forme de dépression, mais on peut aussi saisir les challenges, les défis que l'on rencontre dans cette période pour recréer du sens dans son métier, dans ses missions professionnelles, et je dirais même à l'échelle de sa vie. Alors je le fais d'une façon un peu inédite et particulière parce que étant dans la communication depuis des années, ayant vu mon métier beaucoup évoluer depuis 2 décennies, aujourd'hui, j'ai choisi de vendre mes formations et mon mentoring en ligne, que ce soit sur Skype ou via le téléchargement des formations. Et donc, je vends des formations autour du développement de l'impact personnel, de l'influence, de la visibilité, du charisme. Et bien sûr, j'aide aussi les clients qui le souhaitent à développer des produits en ligne exactement comme moi je l'ai fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou devenir indépendant. Donc ça peut tout à fait être ouvert aussi à des experts comptables. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un thème un tout petit peu en décalage par rapport au stress et au burn-out. J'ai choisi de vous parler de comment développer une méta-volonté pour travailler sur des projets très long terme sans jamais baisser les bras face à l'adversité. Alors pourquoi ? Parce que il est évident que quand on a une ambition, et j'espère que c'est votre cas, lorsqu'on a un projet qui a du sens pour soi, on est amené à travailler sur des très longues périodes en sollicitant énormément son capital volonté et parfois, sans faire attention, eh bien, on décharge tous ses potentiels et on se retrouve dans des situations de stress, d'épuisement et de burn-out. Vous êtes des experts comptables, donc quand je vous parle de capital, on est bien d'accord que ce n'est pas un capital inépuisable. Et la volonté n'est pas un capital inépuisable. Et à ce titre, eh bien, ça se gère, ça s'entretient, et même, je dirais, de façon consciente et intelligente. Alors, lorsque j'ai préparé cette conférence, le premier déclic que j'ai eu, puisque je vous ai dit que je suis entrepreneuse depuis longtemps, c'était d'aller sur Internet, de voir un peu ce qu'on disait sur le burn-out, pour ne pas dire trop de bêtises par rapport à mes 2 interlocuteurs juste avant moi, mais aussi pour rechercher un petit peu les chiffres en termes d'entrepreneuriat. Et ô combien fut grande ma surprise, parce que je me suis aperçue que ces 5 dernières années, le stress et le burn-out des entrepreneurs est en train d'évoluer à la vitesse grand V. Je ne savais pas que c'était dans ces proportions-là. Et un chiffre a retenu en particulier mon attention, c'est que 21% des entrepreneurs indépendants, dont je fais partie, donc vous faites partie aujourd'hui ou un jour, eh bien, connaissent le burn-out. Alors, je crois qu'on est à peu près dans cette salle 70 personnes ce soir. La conférence a eu beaucoup de succès, je crois qu'il y avait 90 personnes inscrites, mais 70 personnes sont seulement là. Donc j'essaye de repérer un rang complet. Je crois que c'est le 7e rang. Si vous voulez bien vous lever. Ça commence par le monsieur qui est là-bas, près de la fenêtre. Et oui, c'est tombé sur vous. Donc là, je crois qu'il y a 2, 4, 6, 8, 10... Ah non, mais mesdames, il faut vous lever aussi, vous faites partie des 21%. Donc sur 70 personnes, si je dis pas de bêtises, parce que moi je calcule pas mentalement comme vous, ça fait à peu près 13-15 personnes. Alors, si vous êtes 10, madame ne veut pas se lever. Mais si. Vous êtes 10 à peu près, il faudrait encore 5 personnes. Alors le rang devant, il est parfait. Regardez, 2, 4, 5. Voilà. Donc regardez, dans une
une salle comme la nôtre ce soir, 21% d'entrepreneurs en burn-out, ça représente toutes ces personnes levées. Alors je vous remercie de vous être levés et je vous invite à bien écouter la conférence parce qu'à la fin je fais une interrogation écrite. Je ne vous ai pas choisi au hasard. Ouais, moi sur vous. Je vous parle de ces chiffres parce que moi je me suis posé la question, est-ce que j'ai été en burn-out ? En 22 ans d'entrepreneuriat, j'ai connu des hauts, heureusement pour moi, mais j'ai aussi connu des bas et des très très bas. Et je sais de mémoire que j'ai connu une période d'épuisement qui a duré 6 mois pour recouvrer vraiment l'ensemble de mes forces. Alors quand je vous écoute, docteur Aziz, je me dis, oui, non, je devais être en burn-out parce que je suis arrivée à détester mes clients. C'est quand même le pire. Mais j'ai vraiment eu une période où je ne pouvais plus les voir en peinture. Et j'ai fait toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là. Bon, heureusement, la société perdure, je me suis ressaisie à temps. Mais ça m'a, comme toutes les périodes un peu difficiles de ma vie, ce que je fais, c'est que je retourne dans mes pénates, je lis des bouquins, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et dans cette période-là, j'ai compris un truc, c'est que nous sommes 3 en 1. Alors j'aime bien cette formule des lessiviers, vous me la pardonnerez, mais on est 3 en 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est d'abord une dimension physique. C'est évident, on en a parlé largement avec nos 2 précédents interlocuteurs. Mais on est aussi une dimension émotionnelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et nous sommes encore plus une dimension mentale. Et j'ai mis plus parce que selon vos croyances, votre foi, etc., moi je rajouterais même un niveau existentiel et un niveau spirituel. Tant qu'on ne se conçoit pas selon ces 3 niveaux, je dirais qu'on n'a aucune conscience de nous-mêmes. Et j'insisterai encore sur ces 3 niveaux pour vous dire que ce sont des batteries. Il faut vraiment les voir comme des batteries. On a besoin de ces 3 batteries pour exercer nos métiers, pour exercer nos missions de façon optimale. Évidemment, dans la vie vraie, dans la vie courante, on n'est jamais à 100%, parce qu'on se décharge toujours un peu. Cette semaine, on est quoi ? Mercredi, je suis sûre que vous êtes déjà à moins 30, voire moins 50 sur plusieurs de ces batteries-là. Donc voilà, à la fin de la semaine, ce qu'on fait généralement pendant le week-end, c'est qu'on recharge ses batteries. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très rarement dans une existence à 100% sur chacune de ces batteries, donc sur chacun de ces niveaux. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer d'être autour de 70, 80, voire 90. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'est arrivé à l'époque ? Quand on décharge 1 ou 2 batteries, on n'en a plus qu'une qui fonctionne pour l'ensemble des fonctions qu'on a assumées dans notre existence. C'est impossible. Au bout d'un moment, on est dans l'épuisement, on est dans le burn-out, on est dans le rejet, on est dans tout ce que vous voulez, mais une seule batterie ne peut pas suffire pour fonctionner dans les niveaux d'intensité, d'excellence qu'on connaît, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Donc, encore une fois, c'est de notre responsabilité et de notre conscience propre d'avoir ce schéma en tête et de se demander chaque semaine, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, où est-ce que j'en suis au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental ? Et est-ce que je suis suffisamment nourrie ? Est-ce que j'ai suffisamment ce qu'il me faut ? Est-ce que je sais suffisamment me ressourcer ? Et très souvent, en tant qu'entrepreneur, moi je peux en témoigner, c'est vrai qu'on se néglige, c'est vrai qu'on travaille et on bosse d'abord pour notre boîte. Des fois, je me suis posé la question, pour quelle gloire on travaille, mais... voilà, il faut vraiment avoir cette conscience de nous, 3 en 1, j'insiste. Chaque fois que l'on puise dans une des batteries, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment aller chercher un ressourcement qui vous apporte une satisfaction équivalente à l'effort que vous avez produit. Donc si je fais un appel d'offres, qui en général me prend beaucoup de temps, en plus du reste du travail, un appel d'offres en général ça me prend 3 semaines, 1 mois, et c'est relativement intense. La meilleure chose à faire, c'est d'avoir un contrat avec soi-même et de se dire, quand j'aurai terminé cet appel d'offres, que je le réussisse ou que je ne le réussisse pas, je vais m'offrir une super après-midi. Je vais aller au cinéma, voir mes films d'art et d'essai préférés, je vais aller faire du sport toute une après-midi, je vais aller voir ma grand-mère, je vais aller voir, peu importe. C'est vous qui définissez le niveau de satisfaction que va vous apporter votre formule de ressourcement. Mais plus votre effort est intense, plus c'est important d'avoir quelque chose qui vous apporte une satisfaction de cœur. Parce que le piège, face à ce type de stress, de rendre une propale ou autre chose,
c'est que quand on est épuisé, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller trop manger, on va aller trop boire, on va aller faire trop de shopping, bref, on va faire des trucs contre-productifs pour soi. Donc fixez-vous des contrats à l'avance. Alors, je vais traiter un peu les 3 niveaux, non pas pour vous dire tout ce qu'il faut faire, parce que vous allez être comme moi, vous n'avez qu'à ouvrir des livres et voir ce que disent des médecins chevronnés, ce que disent des spécialistes chevronnés, puis vous ferez votre propre shopping, je dirais. Mais moi, je vais vous donner à chaque fois les 2-3 conseils que je me suis appliqués et qui m'ont énormément servi. Sur le plan physiologique, une chose a été très très importante à partir du moment où je suis sortie de cette crise d'épuisement total, c'est que j'ai compris qu'on peut avoir des charges de travail énormes sur 12 mois, 24 mois, 36 mois. Il m'est arrivé parfois de travailler 3 ans d'affilée en ayant, grosso modo, 10-15 jours de travail, notamment au démarrage de l'entreprise. Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est bien, je suis dans mon sujet. Hein. Je suis dans mon sujet, non. 10 jours, 15 jours de repos total sur 3 ans de travail. C'est possible, regardez, je suis là, je ne suis pas morte, hein, donc c'est possible. Je pense même que le travail structure beaucoup. Mais j'aurais été bien avisée de savoir ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous savez que vous avez des très très longues périodes qui s'annoncent, faites déjà un échéancier sur une année, donc janvier, février, mars, avril jusqu'au bout, et tracez, vous connaissez peut-être ça, tracez une courbe de charge de travail et rajoutez tout ce qu'il y a derrière. Votre femme, si vous êtes un homme, va peut-être accoucher, donc ça c'est une charge affective, émotionnelle supplémentaire. Vous allez peut-être devoir vous occuper de vos parents, faire autre chose. Donc mettez dans cette charge annuelle tout ce qui vous attend. Anticipez les choses. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous organiser, mais surtout, et c'est ça qui m'a le plus servi, c'est de pouvoir fixer tout de suite dans votre agenda un arrêt de 4 jours, 3 minimum, mais 4 c'est sûr, par mois. C'est-à-dire que quand vous connaissez vos charges annuelles, vous prenez un beau crayon rouge dans votre agenda et vous arrêtez tout de suite 4 jours d'affilée dans votre agenda pour vous ressourcer, mais alors totalement. Parce que j'ai appris, et je l'ai appris de champion de tennis, de coach plutôt de champion de tennis, dans ce cas-là, le 3e jour et a fortiori le 4e jour équivalent à une semaine de vacances. Alors je vais peut-être me faire dédire par le docteur ici présent, mais en tout cas sur moi ça a pas mal marché. Mais alors par contre le ressourcement doit être total, c'est avec votre compagnon, votre compagne, votre famille, des choses qui vous font plaisir, il faut déconnecter bien évidemment, et grâce à cela vous pouvez tenir très longtemps dans la durée. Alors, je vais passer sur le 2e point qui a déjà été commenté par mes prédécesseurs. Il faut recharger les batteries au moyen aussi d'exercice physique. Si vous devez travailler sur des très longues périodes comme je le décris, assurez-vous de faire au moins 3 heures d'exercice physique, plutôt en transpirant je dirais, ou de yoga, ou de choses comme ça. Mais ça c'est le minimum. Vous ne tiendrez jamais 12 mois d'affilée sans cette hygiène de vie. La dernière chose, c'est de s'éclairer, dans le sens où on a besoin de photons, on a besoin de lumière. Et ça, c'est une chose que je négligeais énormément. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler chez moi. Pour qui me connaît, je passe mon temps à déplacer mon bureau près des fenêtres en fonction des saisons. J'essaye de prendre le maximum de lumière par jour. Si vous êtes amené à travailler derrière des écrans, dans des bureaux pas très éclairés, etc., assurez-vous d'avoir une lampe l'hiver, vous savez, qui répercute les rayons du soleil estival, ou alors ayez au moins l'hygiène de marcher entre votre bureau et votre domicile, ou votre parking, etc. Parce qu'il faut vraiment, je crois de mémoire, j'ai pas travaillé ce sujet pour venir vous voir, mais je crois qu'il faut l'équivalent d'1 heure de lumière par jour à tout prix. Je me souviens avoir discuté avec une amie qui fait du management de transition et qui a été collée dans une cave de l'entreprise avec un autre collègue pendant 6 mois. C'est une fille hyper optimiste, hyper constructive. Je l'ai retrouvée dans un état un jour, elle me dit « J'ai vu le médecin, il m'a dit que je manque de lumière. » Donc j'ai demandé à mon client de m'acheter une lampe qui reproduit les rayons du soleil. Donc c'est vraiment hyper important. Voilà, ça c'est mes recommandations pour le niveau physiologique. Je vais passer au niveau mental. Je vais laisser l'émotionnel pour la fin. La première chose que j'ai faite en travaillant, la deuxième chose que j'ai faite en travaillant cette conférence,
c'est d'aller voir sur Internet ce qui se disait, comme je vous ai dit, sur le burn-out et sur le stress. Et oh, surprise, je me suis rendu compte que très souvent, on dit que les gens qui connaissent le burn-out sont des gens qui sont sortis tout le temps de leur zone de confort en permanence et que, en gros, ça leur a pas réussi. Mais moi, je trouve que c'est tout le contraire. Le pire dans cette situation, c'est de rester dans sa zone de confort. Donc moi, je vous invite à vous créer un stress positif, c'est-à-dire... je vais peut-être être un peu impériale en disant ça, mais je trouve que passer une journée sans apprendre ou sans faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, c'est dommage, quoi. J'allais presque dire c'est inutile. En tout cas, quand je parle de stress positif, c'est que plus vous allez chercher à être dans la perfection, plus vous allez chercher à être dans l'expertise, plus vous allez chercher à faire et à refaire ce que vous savez parfaitement faire, plus vous avez tous les risques d'être utilisé. Et en étant utilisé, on va vous faire quoi? Ce que vous savez faire à la perfection, que ce soit par vos clients, que ce soit par vos patrons, que ce soit par vos collègues. Donc vous allez faire le projet des autres, pas le vôtre. Et puis au bout d'un moment, vous allez vous vider de toute votre substance. Et puis là, vous allez vous épuiser assez naturellement. Donc moi, je vous invite à faire des choses pour la première fois presque tous les jours. Pour faire des choses inconnues, il faut apprendre à être en déséquilibre. Si vous cherchez l'harmonie ou l'équilibre en permanence, c'est-à-dire à rester dans votre zone de confort, il ne se passera jamais rien. La vie, c'est le déséquilibre, c'est pas l'équilibre. Et on avance et on progresse que dans la mesure où on admet ce balancier entre nous, donc d'avancer le pied droit, le pied gauche, etc., pour progresser. Au fond, vous le savez, parce qu'on est tous passés par là un jour. Un jour, on s'est redressé, on avait 1 an et demi, 2 ans, selon votre précocité. On s'est lancé dans la vie, on n'avait pas l'équilibre que monsieur a aujourd'hui, que nous avons tous, heureusement pour nous, et nous sommes rentrés dans l'inconnu en avançant de façon déséquilibrée. Et ça doit rester comme ça jusqu'à la fin de notre existence. Donc ne pas l'admettre, eh bien, c'est se mettre dans un registre de perfection qui va vous être tôt ou tard fatal. Et ça m'a été fatal aussi. Le deuxième point, c'est de s'entraîner à l'adversité. Il est évident que si vous avez des projets, si vous créez votre entreprise comme moi un jour, vous avez forcément une ambition. Ne pas admettre que vous allez rencontrer des obstacles, des ennemis, parfois l'adversité d'une façon générale, c'est être complètement inconscient et manquer de lucidité. Parce que chaque fois que vous désirez quelque chose, chaque fois que vous voulez faire bouger les lignes, comme on dit dans le langage courant, eh bien vous bougez aussi un écosystème. Et vous savez que tous autant que nous sommes, êtres humains, nous cherchons en permanence à 99,999% à ne pas changer. Donc autour de vous, les gens et les écosystèmes et les équilibres que vous cherchez à changer vont résister. Donc vous devez vous préparer à cela. Et la dernière chose, eh bien, c'est pour parvenir à faire bouger ces lignes en particulier et faire face à l'adversité, c'est d'entretenir sa propre foi. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que votre projet, votre vision doit être beaucoup plus grande que vous, plutôt votre vision doit être beaucoup plus grande que vous et beaucoup plus grande que votre projet lui-même. Alors à cet effet, j'aime bien la parabole de Charles Péguy que vous connaissez peut-être, vous en avez peut-être entendu parler. Charles Péguy se promenait un jour selon ses écrits et puis tombe sur un homme qui casse des pierres sur le chemin sous la chaleur, le cagnard. C'est un boulot épouvantable et de façon assez empathique, Charles Péguy s'arrête et demande à cet homme « Mais que faites-vous, mon bon monsieur ?» Et le casseur de pierre lui répond de façon très agressive « Vous voyez bien, je casse de la pierre !» Bon, Charles Péguy repart un petit peu plus loin, fait plusieurs kilomètres, se retrouve face à un autre homme qui fait exactement le même labeur, exactement dans les mêmes conditions de pénibilité, avec du soleil, le cagnard, etc. Et lui repose la même question. Et le casseur de pierre lui répond, moins agacé que le premier, eh bien, cher monsieur, vous le voyez bien, je taille une pierre et ça me permet de faire vivre ma famille et ma communauté. Charles Péguy continue son voyage, tombe sur un troisième homme qui fait exactement la même chose, lui pose exactement la même question, et ce troisième lui répond « Vous voyez bien, je construis une cathédrale ». Donc, ceci illustre bien qu'en nous, plus vous menez des projets qui ont du sens et qui dépassent
bon, allez, je vais me lancer, qui dépasse votre propre vie, plus vous allez être stimulé, plus vous allez avoir de la foi dans vos projets et plus vous dépasserez ces notions de stress et de... Enfin, vous avez des chances de dépasser ces notions de stress et de burn-out. Alors, j'ai laissé la partie émotionnelle pour la fin. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous l'avez compris, c'est la partie sur laquelle nous sommes généralement la moins éduqués. D'abord, on n'en parle pas à l'école. Enfin, on commence à en parler un tout petit peu, mais moi, de mémoire, je n'ai pas eu de cours sur les émotions et sur la gestion des émotions lorsque j'étais petite. Heureusement, je suis littéraire de formation, donc ça m'a permis quand même de naviguer dans les émotions des auteurs. Mais c'est aussi, et je pense que dans votre profession, vous devez être un peu, alors c'est peut-être un parti pris que je dis, mais vous devez être un peu calibré à être plus rationnel que émotionnel, et donc vous devez laisser les choses un peu de côté sur le plan émotionnel. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, je le sais, mais je pense que c'est bon de le dire. Or, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, tout ce que je vous ai donné comme recommandation, finalement, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, musclez-vous. Musclez-vous sur le plan mental, musclez-vous sur le plan physique, mais musclez-vous aussi sur le plan émotionnel. Alors, j'aurais besoin d'un deuxième cobaye. Oui. Voulez-vous vous mettre debout? Vous faire des yeux? Non, c'est beaucoup moins dangereux parce que je vous prends vous parce que c'est eux qui vont travailler. Ah, vous voulez bien prendre cette bouteille dans une main, comme ça, voilà. Dans une main. Et vous voulez bien faire cet exercice? Non, mais comme ça, latéralement, qu'on voit bien vos muscles. Comme ça. c'est pour ça qu'elle m'a pris. Moi, tout est là. Bon. Comment vous faites du culturisme, monsieur Pinheiro? Voilà, on va demander à la salle. Mais il faut faire l'exercice, sinon vous n'allez pas. À quel moment, monsieur Pinheiro Vargas se muscle-t-il? Il faudrait peut-être faire un mouvement plus ample. À quel moment? Mais non, pas tout le temps. Alors, est-ce que vous pouvez tenir la bouteille? Est-ce qu'il se muscle là? Bah non. Est-ce qu'il se muscle là? Bah non. C'est dans la tension. C'est dans la tension qu'on se muscle. Je dis pas de bêtises? Essayez de vous muscler. Je vous mets tous au défi de faire de... Ben, on va peut-être s'arrêter. Je vous mets tous au défi de faire du culturisme demain et vous verrez que c'est dans la tension qu'on se muscle. Donc pour les émotions, c'est exactement pareil. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tous les jours, il faut que vous vous exerciez à vous muscler sur le plan émotionnel. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que quelqu'un a une idée comment on peut se muscler sur le plan émotionnel? Tenter des choses dans le métro, des choses... Oui, alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, faire des choses pour la première fois. Ne pas réagir à chaud. Mais vous êtes des experts comptables, des trucs hyper simples. Non? C'est pas ça. Demander des augmentations. Demander de relever les tarifs auprès de vos clients. Marchander. Tout ça, ça muscle énormément émotionnellement. J'entends des gens qui disent « j'aime pas marchander ». Bah, c'est dommage, parce que chaque fois que vous marchandez, vous vous musclez émotionnellement. Donc il ne faut pas hésiter. Moi j'adore marchander, ça va vous surprendre, mais j'ai appris à le faire. C'est très bien. Il y a beaucoup d'hommes dans la salle. Demain, allez demander l'heure à une jolie femme dans la rue. Sans intention, mais exercez-vous à le faire. Ou alors si vous avez une gardienne, une logeuse caractérielle, demandez-lui un service. C'est comme ça qu'on se muscle émotionnellement. Alors, j'avance. Mon deuxième conseil sur le sujet, ouais, visiblement, ça, vous avez des idées? Ça anime la salle. Mon deuxième conseil, c'est de vous trouver des tuteurs de résilience. Alors ça, c'est vraiment... Vous voulez pas entendre parler de mes tuteurs de résilience? Oui. Ça, c'est vraiment important. Un tuteur de résilience, c'est une personne vivante ou décédée
qui représente pour vous à la fois le courage, la ténacité, des valeurs auxquelles vous souscrivez, bien entendu, et peut-être aussi une forme d'ambition réussie. Ça, c'est pas, ce quatrième point n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous accrocher, vous attacher. Encore une fois, elle peut être décédée, hein, donc c'est vraiment une personne symbolique. Dans toutes les situations où vous vous sentez épuisé ou en déperdition d'énergie ou en déperdition de confiance en vous. Alors, je vais me permettre de vous donner un exemple personnel. Moi, mon tuteur de résilience, c'est une grand-mère, donc qui est décédée depuis très longtemps, qui a connu la révolution russe, qui a été exilée, qui a connu des déboires conjugaux importants, qui s'est retrouvée jusqu'à l'âge de 17 ans conduite sur tout le bassin méditerranéen dans des baraquements et des choses assez épouvantables, qui a fini par rejoindre l'Algérie, qui s'est mariée une première fois, a divorcé, qui s'est mariée une deuxième fois, son mari est parti à la Deuxième Guerre mondiale, est revenu plusieurs années après, donc ça a été quand même encore un coup dur à vivre. Elle a connu la guerre d'Algérie, elle a connu la fin de l'Algérie, elle est rentrée chez elle et elle a enfin perdu son mari dans des circonstances extrêmement dramatiques. Et malgré ça, pour moi, cette grand-mère est extraordinaire. À 86 ans, elle passait son permis de conduire. Certes, elle l'a passé 13 fois, mais elle l'a passé. Elle apprenait à faire un chèque pour la première fois. Elle a vraiment bâti, sur la fin de sa vie, une indépendance assez féministe. Enfin bref, moi, elle m'a toujours épatée, ce qui m'a toujours permis dans mes grandes solitudes, vous parliez de solitude tout à l'heure, mais évidemment, face à l'inconnu et face à certains échecs, on est extrêmement seul. Cette grand-mère m'a toujours permis de penser que j'avais le droit d'être découragée, mais je n'avais pas le droit d'abandonner. Et ça m'a toujours permis de me relever et de trouver des solutions, d'aller de l'avant. Donc un tuteur de résilience, c'est ça. Et si vous n'en avez pas, trouvez-vous-en un. C'est très important. Alors, le dernier point, eh bien, c'est rechercher le principe de joie dans tout ce que vous faites, le principe de joie optimum. Alors, certains l'appellent le flow, certains l'appellent le kiff, enfin, vous mettez le mot que vous voulez, mais le principe, si vous voulez, c'est d'être ce que vous faites. Si vous n'êtes pas aligné entre ce que vous faites, ce que vous ressentez et ce que vous pensez, vous allez là aussi vous exposer à perdre de l'énergie, à faire souvent le boulot ou la mission d'un autre et pas la vôtre. Sur ce point-là, je pense que la cote d'alerte, pour chacun d'entre nous, c'est chaque fois que vous sentez que quelque chose ou quelqu'un vous dit « je ne suis pas compétent ». Je ne suis pas respectée, je ne suis pas dans ce que j'aime faire, je ne suis pas... Voilà, chaque fois quand vous... C'est pour ça que c'est important de muscler ses émotions. Chaque fois que vous entendez cette petite voix au fond de vous, réagissez. C'est le moment de vous lever et de prendre des décisions. Parce que là, vous êtes sûr que vous allez vous faire utiliser ou que vous allez vous utiliser vous-même à des émotions extrêmement négatives. Ce que je veux vous dire aussi par là, c'est que vous ne pouvez pas être responsable des émotions des autres. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas les faire évoluer, et même parfois, souvent, vous ne pouvez pas leur faire entendre raison. Mais vous, vous êtes responsable de vos émotions. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui puissiez les ressentir et prendre une décision par rapport à cela. Voilà. Alors, je pourrais vous dire plein de choses là-dessus encore, mais ça va être un petit peu trop long. Donc, on va accélérer un tout petit peu. En 10 conseils clés qui vont résumer un peu ce que je vous dis. Première chose, apprenez à vous organiser et à anticiper. Deuxième chose, préparez-vous à l'adversité, c'est super important. Moi, la première, j'ai pensé en créant mon entreprise que tout irait bien, que j'allais y mettre ma volonté, mon énergie, mes talents. J'étais jeune, hein, je pouvais encore, mais là aujourd'hui je vous dis non. Voilà. Chaque fois que vous voulez bouger les lignes, attendez-vous à avoir une armée qui se lève devant vous et il faut se préparer. Troisièmement, faites des choses inconnues, on l'a largement commenté. Quatrièmement, développez votre lucidité et vos valeurs. Votre lucidité, c'est pas facile à développer, mais ça fait partie du contexte aussi émotionnel. Et surtout, ayez des valeurs claires pour vous. En général, il y a 3 valeurs fortes qui doivent vous guider. Lorsque la troisième valeur disparaît, vous n'êtes pas très à l'aise. C'est-à-dire vous manquez d'étincelles justement dans votre vie. Quand la deuxième valeur disparaît dans votre existence, vous tombez malade. Et quand la troisième valeur disparaît, eh ben vous mourrez. Donc ça, il faut vraiment que ce soit très clair. Vous voulez des exemples? Mes 3 valeurs à moi, je peux vous donner que des exemples. L'amour, la liberté et l'art. Si vous m'enlevez l'art, je ne me sens pas dans un monde vivable.
Si vous m'enlevez la liberté, je vais tomber malade. Si vous me mettez en prison, moi je tombe malade. Si vous m'enlevez l'amour, j'ai plus de raison de vivre. Bah, demandez-vous quelles sont vos 3 valeurs. Cinquième point, protégez votre volonté. On l'a vu, c'est un capital. Vous êtes des experts comptables, je suis sûre que vous serez plus experts que moi. Sixièmement, protégez vos idées, surtout au début. Ça aussi, et ça fait partie aussi de la protection de la volonté. Les idées, c'est fragile et il y a beaucoup de pilleurs. Alors quand vous avez une bonne idée, n'allez pas la mettre en pâture. Travaillez là, avancez sur vos projets, blindez un peu les choses et après vous sortez du bois, pas avant. Septièmement, transformez les revers en avantages. C'est ça aussi être positif. On ne veut pas vous prêter un prêt bancaire pour créer votre entreprise. Tant pis, vous allez mettre un petit peu plus de temps pour créer votre entreprise, mais au moins vous serez libre. Voilà, réagissez comme ça. Huitièmement, ayez une vision de votre vie. Ça, c'est vraiment important. Si vous ne l'avez pas, travaillez là. Ça peut vous prendre 10 ans, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de savoir pourquoi vous voulez utiliser votre temps. Parce que le risque, et c'est surtout dans vos professions aussi, comme dans la mienne, ça concerne tous les métiers d'intermédiation, cessez de donner votre temps. C'est le piège. On passe notre temps à donner notre temps aux autres, pour leur propre vision. Et elle n'est pas toujours sainte, leur vision. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas changer les autres. Donc demandez-vous pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes expert comptable et pourquoi vos missions d'expert comptable ont un intérêt et créent de la valeur autour de vous. Et c'est un vrai job. Neuvièmement, soyez en contact avec votre étincelle. Donc c'est à la fois votre vision, c'est à la fois ce qui vous met dans le plaisir optimum que l'on a vu, et puis c'est à la fois ce qui vous fait dépasser l'adversité, les obstacles et tout ce qui peut vous miner le moral. Et dixièmement, développer votre impact personnel. L'impact personnel, c'est en fait mouiller sa chemise. Il faut s'engager à un moment donné. Et s'engager, ça veut dire se rendre visible, apprendre à devenir un influenceur. Alors je prêche pour ma chapelle, mais c'est hyper important aujourd'hui. On vit des mutations très importantes, on l'a dit à plusieurs reprises. Ce qui va attendre l'homme derrière l'algorithme et la convergence numérique intelligence artificielle, c'est d'être capable de communiquer, c'est d'être capable de mobiliser, c'est d'être capable de diffuser des idées, c'est d'être capable de créer, d'être créatif. Donc tout ça, ça demande d'avoir un charisme personnel et de développer son impact personnel. Alors, moi, ma définition de la méta-volonté, c'est finalement une forme d'autogestion. J'espère que je vais mettre un peu là. C'est une forme d'autogestion pour permettre de vouloir ce qui résiste, selon le terme consacré de Nietzsche, et de résister face à ce que vous voulez. Et ce qui vous aidera à résister, et je termine là-dessus, c'est d'abord de rechercher une ambition humaniste. Alors, j'emploie volontairement ces deux termes ensemble. Ambition, d'abord parce que je ne sais pas si vous êtes capable de dire oui, j'ai une ambition ou pas. Mais ça participe aussi de la vision de la vie que vous voulez développer. Avoir une ambition, c'est noble, il faut de l'ambition. Et dans la période qu'on traverse, j'insiste encore une fois, il faut des ambitieux. Mais on n'est pas obligé de parler d'une ambition hédoniste ou d'une ambition centrée sur soi. Une ambition humaniste, c'est une ambition qui vise à apporter de la collaboration et de la valeur à d'autres. Donc posez-vous la question, comment dans votre métier d'expert comptable, vous pouvez développer, encore une fois, de la valeur et de l'intérêt pour les autres. Recherchez aussi des personnes qui ont votre ambition. Il se trouve qu'il y a quelques années, à l'université de Pennsylvanie, il y a une étude qui a été faite sur des personnes qui, a priori, n'étaient pas très talentueuses, n'avaient pas des niveaux d'études très importants, mais réussissaient des ambitions extrêmement remarquables. Et il est ressorti parmi plusieurs conclusions que ces personnes savaient s'entourer de personnes qui avaient la même ambition qu'elles, même si c'était dans des domaines différents. Donc je vous invite à faire la même chose. Troisièmement, aimez progresser et vous dépasser en permanence, on l'a vu. Quatrièmement, engagez-vous pour vos idées. Je répète, mouillez votre chemise, même en tant qu'expert comptable. Regardez ce que je fais aujourd'hui, mouillez votre chemise. C'est important de défendre vos idées, vos convictions, ce à quoi vous pensez, et ça donne à la fois toute l'étincelle et tout le relief à votre métier. Et dernière chose, sentez-vous responsable de vos émotions. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insisterai là-dessus en vous disant que parmi les émotions, l'empathie est reconnue comme la reine des émotions. Donc essayez le plus possible, surtout en tant qu'expert comptable, de développer cette empathie pour vous-même, bien évidemment, pour vous écouter, pour être dans votre niveau de conscience maximale,
mais aussi pour écouter les autres, pour leur donner leur part de créativité, les mobiliser, les faire réagir, leur faire trouver leur propre intérêt de vie dans leur travail, etc. C'est important et ça fera toute la différence pour vous. C'est beau. Moi, je peux retenir de tout ça confiance, confiance, confiance. Confiance en vous, en nous, aux autres. Sans la confiance, on n'arrive à rien. Confiance, donc motivation. Et là, la réussite arrive. Merci Isabelle. Merci.